Bonjour et bienvenue. On a tous un peu ce sentiment aujourd'hui que notre corps, c'est devenu une sorte de projet permanent. Oui, un projet qu'on doit gérer. C'est ça. On le mesure avec nos montres, on optimise nos repas, on suit nos performances. Mais derrière tout ça, derrière cette quête d'optimisation, il y a une anxiété qui flotte, non? Tout à fait. Une anxiété profonde. D'où vient cette idée que notre corps est une machine qu'on doit sans cesse surveiller presque comme une menace potentielle qu'il faudrait maîtriser? C'est une excellente question. Et elle est vraiment au cœur de notre source du jour. On se penche sur un texte du sociologue Pierre Fraser qui s'intitule La peur de la maladie et de la défaillance du corps. Notre mission, donc, c'est de remonter un peu le temps, de comprendre comment, au cours du XXe siècle, on a complètement basculé. Ah oui, le basculement est radical. On est passé d'un monde où la maladie, bon, ça arrivait, c'était le sort, à un monde où le risque de maladie est devenu une obsession, un truc à traquer en permanence. On va explorer la naissance d'un concept qui a tout changé, le facteur de risque. Et ce que le texte de Fraser montre très bien d'emblée, c'est que ce n'est pas qu'une histoire de médecine. C'est une histoire d'identité. D'identité. Comment ça? Le corps est devenu le principal support de notre identité sociale. Autrement dit, notre corps, c'est nous aux yeux du monde. Et du coup, la moindre défaillance potentielle, ça devient bien plus qu'un problème de santé. Ça devient une menace directe pour notre image, notre place dans la société. Exactement. On n'est plus seulement dans une logique de santé, mais dans une logique d'acceptabilité sociale. C'est le nœud du problème. La santé devient une forme de capital social. Et c'est dans ce contexte, dans ce terreau, qu'a germé l'idée du prévenir plutôt que guérir. Une idée qui a l'air pleine de bon sens à première vue. Bien sûr, mais comme le montre Fraser, elle a aussi ouvert la porte à une peur constante de la défaillance. La peur de ne plus avoir un corps conforme aux normes. C'est fascinant de voir comment une idée aussi abstraite que la prévention a pu prendre racine aussi profondément. Le texte nous guide justement sur les origines très concrètes de ce basculement. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors le texte identifie une sorte de tempête parfaite, la convergence de trois grands phénomènes au milieu du XXe siècle. Le premier, c'est une crise sanitaire, Une crise. une crise brutale et inattendue. Les maladies infectieuses reculent, merci les antibiotiques, mais un nouvel ennemi surgit et devient la première cause de mortalité mondiale, les maladies coronariennes. On parle surtout de l'infarctus du myocarde. Et ce qui a dû vraiment choquer à l'époque, c'est qui était touché, c'est ça, hein? Exactement. Ce n'était plus une maladie de la vieillesse, elle fauchait des hommes surtout, en pleine force de l'âge, Ah ouais, quelle tranche d'âge? entre 20 et 50 ans. Imaginez un peu le traumatisme social. Ça a dû provoquer une réaction énorme. Une réaction institutionnelle massive. Et ça, c'est le deuxième point. Les services de santé publique américains, le United States Public Health Service, en ont fait une priorité nationale absolue. Ils avaient deux intuitions. Lesquels? La première, l'existence d'une maladie silencieuse qui se développerait sans aucun symptôme. Et la deuxième, que le fameux régime alimentaire américain, très riche, très gras, y était pour quelque chose. D'accord. On a la crise, la volonté politique, mais il manquait une pièce au puzzle, non? On ne savait pas comment étudier ça concrètement. C'est le troisième événement, et là, c'est une vraie révolution scientifique. L'invention d'un nouvel outil, l'enquête de cohortes prospectives. C'est un peu technique, ça? C'est quoi exactement? L'idée est simple, mais elle est géniale. Au lieu d'étudier des gens déjà malades pour deviner ce qui s'est passé, on prend un très grand groupe de personnes en parfaite santé, une cohorte, et on les suit Pendant longtemps? pendant des décennies, et on note tout. Leurs habitudes de vie, ce qu'ils mangent, s'ils fument, leur pression artérielle, leur poids, vraiment tout. Et on attend de voir ce qui se passe. Voilà, on observe simplement qui, au fil du temps, développe la maladie et qui y échappe. Et en comparant les deux groupes, on peut enfin identifier des schémas, des corrélations. On passe de l'intuition, À la preuve statistique. c'est ça. On a la crise, la volonté politique et le nouvel outil. Et j'imagine que la Framingham Heart Study, c'est le moment où tout ça converge. C'est exactement ça. Lancée en 1948 dans la petite ville de Framingham, au Massachusetts, cette étude, c'est le Big Bang de l'épidémiologie moderne. C'est une entreprise titanesque. En quoi c'était si révolutionnaire? Pour la première fois, on a pu faire des choses qui nous semblent banales aujourd'hui. Récolter des données sur des milliers de personnes, mais surtout, on a développé les outils statistiques, les débuts de l'informatique, pour analyser cette montagne d'informations. On a enfin pu cartographier l'ennemi, en quelque sorte. On l'a cartographié avec une précision inédite.
On a pu mesurer la prévalence, combien de gens sont touchés à un instant T, et l'incidence, c'est-à-dire combien de nouveaux cas apparaissent chaque année. On a pu classifier les maladies cardiaques bien plus finement. Mais le plus important, c'est quoi? La découverte la plus fondamentale, le vrai changement de paradigme, c'est quand l'étude a prouvé que ces maladies n'étaient pas une simple conséquence du vieillissement. Ce que tout le monde croyait à l'époque, j'imagine. On vieillit, le cœur fatigue, c'est la vie. C'était même la croyance médicale dominante. Et Framingham a démontré que non, ce sont des maladies dégénératives. Et ce mot « dégénérative » change tout. Il change absolument tout. S'il y a un processus de dégénérescence, ça veut dire qu'on peut en identifier les causes. Et si on en identifie les causes, on peut peut-être agir dessus. Alors la question à 1 million de dollars, quelle était la cause? Qu'est-ce que les chercheurs ont découvert en analysant toutes ces données pendant des années? Ils ont trouvé des coupables, ou plutôt des suspects principaux. L'étude de Framingham a mis en évidence un trio qui, depuis, est entré dans la culture populaire. Le fameux trio. C'est l'acte de naissance officiel du trio: hypertension artérielle, taux de cholestérol élevé et tabagisme. C'est dingue de se dire que ces trois-là, que tout le monde connaît, ont été identifiés à ce moment précis. Mais le texte de Frazé dit bien qu'un de ces trois suspects est vite devenu l'ennemi public numéro 1. Oui. Pourquoi l'hypertension en particulier? C'est que son impact était le plus direct et le plus fort sur des événements graves comme l'infarctus ou la mort subite. D'accord, mais il y avait autre chose. Oui, et c'est le point crucial. Le tabagisme, ça reposait sur ce que les gens disaient. Le cholestérol, il fallait une prise de sang. L'hypertension, Elle était mesurable, facilement. voilà, c'était un chiffre, quelque chose de quantifiable, de concret, avec un simple tensiomètre. C'était le facteur de risque parfait pour une nouvelle médecine, obsédée par la mesure et la quantification. Un signal clair, objectif. Un signal sur lequel on pensait pouvoir agir directement, notamment avec des médicaments. L'hypertension est donc devenue la cible prioritaire. Et en se concentrant sur ce chiffre, sur cette mesure, qu'est-ce que l'étude a révélé de si nouveau? C'est là que se situe la découverte la plus profonde et la plus déstabilisante en fait. Le message principal de Framingham, ce n'était pas simplement avoir une tension élevée et c'est dangereux. Non. Non. Le vrai choc, c'était de découvrir que le risque est proportionnel au niveau de la pression sanguine. C'est un continuum. Attendez, ça veut dire qu'il n'y a pas de seuil de sécurité? Pas un interrupteur où on passe de sain à malade? Absolument pas. C'est ça, la révolution. Le texte le dit très bien. Le risque existe même à des niveaux de pression considérés comme tout à fait normaux, ce que les médecins appellent des niveaux normotensifs. Donc même dans la norme, on est à risque. Plus votre pression augmente, même si elle reste dans la norme, plus votre risque grimpe. On n'est plus dans une vision malade, pas malade, on est tous en permanence quelque part sur une échelle de risque. Ça change complètement la perspective. La tranquillité d'esprit n'existe plus en fait. On est tous à risque à des degrés divers. C'est le changement philosophique majeur. Avant, on pensait que la tension montait avec l'âge, que c'était une fatalité. Framingham montre que non, c'est lié au mode de vie, à l'environnement, à l'alimentation. Le risque n'est plus une fatalité. Non, c'est quelque chose qu'on peut et que l'on doit gérer. Et d'un coup, la responsabilité de cette gestion est transférée sur les épaules de l'individu. On voit la puissance des statistiques. Le texte mentionne même que l'étude est allée jusqu'à distinguer le risque selon le type de pression. Oui, à un niveau de détail stupéfiant pour l'époque. Ils ont montré que la pression diastolique, le chiffre du bas, était un meilleur indicateur chez les jeunes. Et la systolique chez les plus âgés. Exactement. C'est la naissance d'une médecine prédictive ultra fine. Et tout ça nous amène à un moment charnière. En 1969, Fraser cite une phrase du rapport de la Framingham Study qui sonne comme le point de non-retour. C'est une phrase qui peut paraître anodine, mais ses conséquences sont immenses. Le rapport dit en substance « Il y a donc de bonnes raisons de préconiser très tôt le contrôle de la pression artérielle, élevée. Attendez, très tôt. » Oui. Qu'elle soit sporadique ou constante, diastolique ou systolique, à tout âge et pour les deux sexes. Ce n'est plus une observation scientifique, là. C'est un appel à l'action. C'est une directive de santé publique. On dit qu'il faut surveiller tout le monde, tout le temps. C'est ça. Et si la science crée ce besoin impérieux d'agir et de se surveiller, j'imagine qu'un monde économique s'est engouffré dans la brèche pour nous aider. C'est la conséquence la plus spectaculaire. Une fois que vous avez convaincu des millions de gens en bonne santé qu'ils sont en réalité des malades en puissance qui doivent gérer leurs risques. Vous créez des marchés colossaux.
Exactement. Le texte de Fraser en détaille 3 principaux. D'abord, l'industrie pharmaceutique. Elle explose en développant des médicaments hypotenseurs, conçus non pas pour guérir, mais pour être pris à vie afin de contrôler un chiffre. C'est le marché de rêve pour un industriel. Ensuite, le champ de la nutrition change de visage. On voit l'émergence de régimes spécifiques, faibles en gras, faibles en sel. Pour gérer le cholestérol et l'hypertension? L'industrie agroalimentaire suit, avec l'invention des produits allégés, light, bons pour le cœur. Notre supermarché est le fils direct de l'étude de Framingham. Et enfin, le plus visible peut-être, l'industrie du corps lui-même. Oui, l'industrie du contrôle du poids et du fitness. Le texte donne des exemples très parlants. C'est l'essor des franchises de salles de sport privées. Faire de l'exercice n'est plus un loisir, ça devient un acte de gestion du risque. Et les appareils à la maison? Les vélos stationnaires, les tapis roulants, ils entrent massivement dans les foyers. L'espace domestique devient une annexe du cabinet médical. Et puis, il y a ce phénomène culturel que tout le monde a en tête. Absolument. Le texte mentionnait les vedettes de cinéma et de télévision qui se transforment en gourous du fitness et vendent des millions de cassettes vidéo d'aérobic. Jane Fonda. Jane Fonda en juste corps fluo est la conséquence directe des statisticiens en blouse blanche de Framingham. C'est assez vertigineux quand on y pense. C'est fou. En fait, l'invention du facteur de risque n'a pas seulement changé la médecine, elle a redéfini ce qu'est un corps responsable. Elle a créé des industries gigantesques. Et elle a installé une nouvelle relation à soi-même. Une relation beaucoup plus anxieuse et calculatrice, une surveillance permanente. C'est ça. D'accord, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, on est parti d'une anxiété générale face à la défaillance du corps. Puis une crise sanitaire, l'épidémie de maladies cardiaques, a servi de déclencheur. Et avec de nouveaux outils scientifiques, comme l'étude de cohorte, on a pu analyser cette crise. Exactement. Et l'étude de Framingham a agi comme un catalyseur. Elle a pris des indicateurs comme la pression artérielle. Et les a transformés en signaux d'alarme, en menaces à surveiller constamment, bien avant l'apparition du moindre symptôme. Ce qui a créé cette responsabilité individuelle écrasante dont on parlait. Chacun est désormais sommé de se surveiller, de se contrôler pour rester. Pour rester, comme le dit si bien Fraser, biologiquement sûr et surtout socialement acceptable. Une double injonction? Parfaitement résumé. Et bien sûr, cette nouvelle norme a été le carburant d'industrie entière qui prospère sur cette peur de la défaillance et ce besoin de contrôle, de l'industrie pharma à celle du fitness. Tout notre environnement est modelé par ça. Complètement. Ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour prolonger la réflexion. Le texte de Fraser se concentre sur ces facteurs de risque nés au milieu du XXe siècle. Mais si on appliquait cette même grille d'analyse à notre époque, aujourd'hui, quels seraient les nouveaux facteurs de risque que notre société est en train d'inventer? C'est une question essentielle, parce que le processus, il est toujours à l'œuvre. On voit émerger de nouveaux suspects. On pourrait penser au temps d'écran, par exemple. On le quantifie, on le mesure, on reçoit des rapports sur nos téléphones. Et on le présente de plus en plus comme un risque pour la santé mentale. Ou encore l'isolement social. Il est maintenant étudié avec la même rigueur épidémiologique que le tabac. On parle de son impact sur la longévité. Tout à fait. Est-ce que ce ne sont pas les hypertensions du XXIe siècle? Des signaux silencieux qu'on commence à traquer, à mesurer, à vouloir contrôler à tout prix. Peut-être pour le meilleur, et peut-être aussi pour le pire. Une question qui, je crois, mérite d'être explorée.